Donc, je suis Luc Tronsler, copilote de la factory IA de Digital 113, qui est à l'image d'autres factories comme vous l'avez pu le voir, hein. Il y en a, je ne sais pas combien il y en a, il y en a une bonne quinzaine de factories: la santé, la cybersécurité, la communication, l'IoT, l'industrie. Donc nous, on représente l'IA. Et donc, à l'image donc, de ces autres factories, chaque mois, on organise des événements, des rencontres autour de thématiques d'application de l'IA sur un secteur. Aujourd'hui, donc, c'est le bâtiment connecté, bâtiment autonome, bâtiment entre parenthèses intelligent. La précédente portait sur l'agriculture ou encore la santé. Donc, on vous invite aussi à consulter, si vous êtes intéressé, donc les différents replays. Et je suis donc accompagné dans cette factory de 3 autres personnes, dont 2 qui sont présentes. On a Sabrina Conti, Oui, qui est merci. responsable offre et innovation chez Atos. Je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, guère plus, hein. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc effectivement, moi je suis responsable innovation chez Atos et je fais partie des copilotes de cette factory. Notamment donc Romain Bardon, qui est également présent. Oui, bonjour, merci Luc. Je ne me suis pas occupé trop de cette factory aujourd'hui, donc effectivement, je suis copilote et je suis consultant sur les thématiques de deep learning chez IDEA. Et nous avons donc un quatrième copilote qui n'est pas présent aujourd'hui, qui est Jean-Louis Fraisse, qui est le CEO de Bot Design, une solution donc, de chatbot pour la santé qui est sécurisée. Et donc moi-même, donc je disais Luc Tronsler, moi je suis associé chez Spoon. Spoon, on fait des personnages interactifs et expressifs qu'on peut interfacer sur tout type d'écran, comme vous le voyez là sur ma vignette, pour délivrer des services. Donc pour l'agenda d'aujourd'hui, on avait donc 3 intervenants. Je dis 3 intervenants parce que malheureusement, Joly Brand ne pourra pas se joindre à nous aujourd'hui pour un empêchement, ce qui laissera donc plus de temps pour nos 2 autres intervenants, et je le disais aussi tout à l'heure, peut-être un peu plus de temps pour la pause déjeuner. Donc je vais rapidement inviter donc, notre premier intervenant, Serge Lemond, donc, à prendre la parole. Je vais l'inviter à se présenter dans un premier temps et à présenter aussi donc, ce qu'est SBA. Smart Building Alliance, qui le représente aujourd'hui, et qui a réalisé l'hiver dernier un livre blanc. Je vais vous mettre le lien dans la conversation, un livre blanc sur l'IA justement appliqué au smart building. Donc je vous invite à le télécharger. C'est un document assez complet, le fruit de 18 mois de travail, avec de nombreux cas d'usage, plus de 32 cas d'usage, mais qui reste quand même assez facile à lire et à parcourir. Et je vais donc dans cette première intervention poser plusieurs questions à Serge en fait autour de cet ouvrage pour que nous le découvrions ensemble davantage et que nous puissions également aller un peu plus loin. N'hésitez pas lors de cette interview à poser vos questions également dans la fenêtre de conversation dessous. Et j'irai piocher peut-être pendant mon interview certaines questions, ou je laisserai sinon à la session de questions-réponses qui soldera donc l'interview. Du coup, Serge, le micro est à toi. Je te laisse te présenter SBA, et j'enchaînerai ensuite avec mes questions. Ok, merci Luc, merci Digital 113 pour organiser ça. Je pense que c'est bien. Le bâtiment, vous verrez, est en retard sur l'adoption digitale et c'est une énorme source de business futur, vraiment sincèrement. Donc, moi, je représente 2 entités ici. D'abord, ABB, je suis dans la société ABB, je suis responsable de la plateforme digitale au niveau monde, de l'échange des données d'un smart building. Et j'ai une deuxième casquette au niveau de la Smart Building Alliance, dont je suis le cofondateur avec Emmanuel François il y a maintenant, je sais plus, 8-9 ans. Voilà, et qui propose une approche fédératrice pour le smart building dans la smart city. C'est pas contextualisé qu'au bâtiment. Voilà. Le but, c'est d'organiser la filière des smart buildings au sein des smart cities en associant les groupements de professionnels, non pas que de l'offre pour faire du push, parce que ça sert pas forcément énormément, mais de la demande pour faire du pool. Et la demande en smart building, ce sont les propriétaires, qu'ils soient exploitants, des foncières, etc., de bâtiments. Le slogan, c'est en fait combiner la transition numérique et la transition énergétique au service de tous les usagers. Et on voit que l'IA, forcément, est prégnant. Et je vous le disais, et c'est important, le bâtiment est vraiment en retard dans l'adoption digitale.
il va y avoir un gros changement rapidement. C'est une source de croissance, je pense, et je pèse mes mots, assez colossale pour les acteurs de l'IT et pour les acteurs de l'IA. Juste un petit point, pourquoi la SBA s'est préoccupée de l'intelligence artificielle? En fait, pour les acteurs du bâtiment et de la ville, qui sont les propriétaires bailleurs, les directeurs IMO, mais aussi les occupants, les visiteurs, l'intelligence artificielle, pour nous, va permettre d'être plus performants à des moindres coûts d'investissement, c'est-à-dire diminuer le CAPEX, l'investissement d'un bâtiment. Pour information, une tour à la Défense, pour vous donner une idée, qui fait 30 000 mètres carrés, c'est 650 millions. On ne parle pas de Mickey Money, là, on parle de beaucoup d'argent. Et également diminuer les coûts d'exploitation, qu'on appelle les OPEX. Et l'intelligence artificielle, pour nous, ça va permettre vraiment d'être efficient. Et on est, somme toute, assez nouveau. Nous, on n'est pas comme vous, des experts, on est assez nouveau et on essaye d'appliquer vraiment ce qu'on pourrait faire en cas d'usage associé. Et comme tu l'as dit, on a fait un ouvrage assez complet, qui s'appelle le livre blanc, l'intelligence artificielle au service des bâtiments smart et green. Voilà. Super, merci Serge pour cette intro. Du coup, par rapport à ces différents domaines d'application, justement, dans votre livre blanc, vous décriviez 5 domaines, je les affiche là sur ma vignette, 5 domaines où on peut appliquer aujourd'hui l'IA dans le bâtiment. Chronologiquement, on a donc l'étape de conception et réalisation donc, du bâtiment, la performance d'usage et services. Post-livraison, il y a tout ce qui va toucher à l'interaction et l'aide avec les occupants. Ensuite, la continuité d'exploitation et maintenance prédictive. Et enfin, l'interconnexion du bâtiment également avec son quartier. Ma première question, du coup, c'est aujourd'hui, selon toi, quel est du coup le domaine qui serait le moins mature parmi ces 5 domaines et lequel serait le plus mature? Et par rapport au domaine qui serait le plus mature en termes d'application de l'IA aujourd'hui, est-ce que tu pourrais du coup nous partager un cas d'usage? Oui, tout à fait. Donc, en fait, avant, parce que ces cinq cas représentent des phases dans un bâtiment. Je vais vous donner quelques indicateurs sur le bâtimentaire, vraiment sur le volet bâtimentaire, parce que c'est important. Les rappels des phases, lorsqu'on a un projet immobilier, la première phase, c'est le programme, ce qu'on appelle le programme. C'est-à-dire, je veux faire un immeuble de bureau, par exemple ici, parce que j'ai une connexion, j'ai une bonne connexion, il y a des gens qui veulent venir, etc., je suis bien placé, etc. Ce qu'on appelle le programme. Derrière, il y a la conception. La conception, ce sont des bureaux d'études qui vont dire, en fonction des règles de l'art juridique, des règles de l'art technologique, ils vont amener un cahier des charges. La réalisation va se faire. Derrière, on livre. Et ensuite, il y a l'exploitation. Et l'indicateur que je vais vous donner est le suivant. Gardez-le en tête parce qu'il est important. Tous ces coûts, programme, conception, réalisation, livraison, qui vont vous paraître énormes, c'est simplement 20% du budget. Pourquoi ? Parce que la durée de vie d'un bâtiment, c'est 40 ans. Ce n'est pas mon iPhone sur 2 ans, il est out. Voilà, on est sur des durées de vie qui ne sont pas des durées de vie de l'IT, qui sont des durées de vie bâtimentaires, du béton et non pas de l'électron. Et on se rend compte que 75% des coûts sont dans ce qu'on appelle l'OPEX, les coûts d'exploitation. Donc, gardez toujours ça en tête. C'est pour ça que l'exploitation, pour nous, est un vecteur fort, même décisionnel en amont, parce que ça impacte 75% des coûts du cycle de vie du bâtiment. Voilà. Donc, prenons le premier, la conception-réalisation. Les phases chantiers, en fait, utilisent très peu l'IA pour l'instant. Aujourd'hui, pourtant, les gains pourraient être vraiment très, très importants dans ce domaine. La modélisation du bâtiment avec le BIM en amont de sa construction permettrait d'utiliser l'IA pour faire des simulations, des optimisations, des choses comme ça. Mais pour l'instant, c'est un peu la part congrue. Par contre, il y a des nouveaux développements comme la construction hors site, c'est-à-dire on prépare avec des imprimantes 3D ou d'autres, on prépare et on arrive pré-assemblé entre guillemets, qui vont demander des technologies vraiment qui viennent de l'IA. Donc ça, c'est un point important. Les 2 autres points, performance d'usage et services et interaction et aide pour les occupants, je les ai regroupés dans ta question. Pourquoi ? Parce que dans le bâtiment, il y a un énorme déplacement de la valeur de la propriété vers l'usage. Et c'est vraiment super important. C'est-à-dire qu'être propriétaire d'un bâtiment, ouais, so what, mais c'est savoir l'utiliser qui va le valoriser. Et ce point, c'est important. Et l'intelligence artificielle permet de prendre en compte des habitudes, des patterns, d'adapter une réponse bâtimentaire, qu'elle soit énergétique, elle permet cette flexibilité et elle permet à chaque utilisateur, chaque situation, voilà, de s'améliorer. Alors, malgré tout ça, on est un peu à la ramasse, un peu à la traîne, mais ils sont clés, ces domaines, dans le développement à venir de l'IA, vraiment.
la capacité améliorée, automatiser les échanges hommes-machines, transformer les relations occupants-bâtiments, etc. C'est important. Alors, le troisième point, c'est la continuité d'exploitation et de maintenance. Je vous ai dit tout à l'heure, 75% de l'OPEX, c'est là. Donc, forcément, les personnes mettent les moyens là et forcément, c'est celui qui est le plus en avance. Et il est plus en avance surtout sur la prédiction. C'est le domaine principal, mais lié à la prédiction. En fait, on a deux domaines clés, c'est la résilience énergétique et la maintenance prédictive. C'est quoi la résilience énergétique? C'est si on prédit les usages, si on optimise, si on anticipe en fait toutes les ressources du bâtiment, l'IA permet d'être efficace, de retrouver des patterns, etc. et de faire des choses vraiment qui sont efficaces, intelligents, performants énergétiquement. Et la maintenance prédictive, ça c'est important, c'est-à-dire prédire les usages, prédire si je dois monter en chauffe, etc. Et je vous donne un exemple que vous connaissez tous, que vous connaissez tous, c'est les plages horaires. Dans le bâtiment, la plage horaire, c'est vital. La plage horaire, c'est quoi? Souvent, vous en avez chez vous. C'est-à-dire que je mets mon chauffage de 8h à midi, je l'éteins de midi à 2h et je le mets de 2 à 18h. Ça, c'est gentil, mais c'est quand même purement statique. L'IA et la prédiction vont nous permettre, bien sûr, de retrouver les usages, les patterns. Ah ouais, tous les mercredis, Serge, j'y vais à la piscine entre 11h et midi et demi, donc, etc., etc. Il y aura des plages horaires dynamiques et qui vont amener, de l'efficience énergétique et des coûts d'exploitation moindres parce que je serai là-dessus. Donc, la maintenance prédictive, celle-ci, c'est la plus importante. Pourquoi? Parce qu'elle a un énorme ratio valeur ajoutée pour l'usager et performance coût pour le bailleur, c'est-à-dire le propriétaire. Après, le dernier, c'est un peu mon dada, mais on est un peu à la ramasse, c'est l'interconnexion du bâtiment dans son quartier. Déjà, le bâtiment a compris qu'il n'était pas tout seul. Et quand on vient vraiment du verre, de l'acier et du béton, ils mettent de l'intelligence entre toi et moi, c'est un peu chaud quand même. Mais on a enfin compris qu'on n'est pas tout seul et qu'on est dans un écosystème et que derrière, il y a une maille bâtimentaire, mais au-dessus, il y a une maille quartier. Il y a une maille ville, il y a une maille territoire. Et forcément, il y a des liens. Et forcément, il y a des usages qui sont différents. Par exemple, l'accessibilité des transports en commun, merger tout ça pour une meilleure expérience utilisateur, la gestion, mutualisation des parkings, comment est-ce que je peux optimiser ces places vides, la géolocalisation, le géoguidage et surtout une continuité de service entre une géolocalisation extérieure à base d'une technologie GPS et intérieure à base d'une technologie plus Bluetooth, etc. Comment je fais cette continuité de service? Et puis surtout, on le voit maintenant, la prise en compte de facteurs externes sur la sécurité, sur la santé, etc. Mais c'est somme toute assez peu utilisé. Voilà, dommage. Ok, merci pour ce brassage. Donc, je retiens le chiffre du coup, que tu nous recommandes de retenir, ce 75% sur l'OPEX. Ouais. Ça fait appel du coup à un besoin pour le bâtiment, j'entends, d'une certaine. Tu parles de maintenance prédictive et on parle aussi d'autonomie. Si je fais le parallèle dans la voiture autonome, on parle de 6 niveaux d'autonomie. Est-ce qu'on peut aussi parler de niveaux d'autonomie dans le bâtiment? Et si oui, quels sont-ils? Est-ce qu'ils sont reconnus? Alors, oui, on essaye d'aller là, mais comme je vous dis, on est tout neuf. On n'a pas les 6 niveaux. Avant qu'il y ait le Tesla du bâtiment, ça va être un peu chaud quand même. mais dans tous les cas, c'est un écosystème technologique avec des gens dedans, avec un espace. Il y en a un qui est mobile, l'autre qui n'est pas mobile, mais il y a des analogies. Mais on est très, très loin des 6 niveaux de la voiture autonome. On est moins avancé pour plusieurs raisons. D'abord, la taille, il y a le nombre de capteurs et d'actionneurs qui sont obligés d'être à l'intérieur, etc. Mais on tend vers ça. Pourquoi? Parce que l'autonomie a une valeur, on va dire, également financière, c'est-à-dire la valorisation d'un asset et d'un actif immobilier autonome, intelligent, sera bien supérieure à la valorisation d'un asset et d'un actif immobilier, on va dire, non pas avec de l'intelligence artificielle, mais avec de la bêtise naturelle. On va prendre des antonymes. Voilà. Et quand on transforme un bâtiment en plateforme de services intelligente, on imagine qu'on va le rendre plus autonome, c'est sûr, et plus centré sur ses utilisateurs. Mais on n'est pas au niveau. Il y a un deuxième point qui est important. Dans le bâtiment, il y a un aspect légal et sécuritaire qui est très important. Il y est dans la voiture, mais il y est un peu plus dans le bâtiment pour une raison.
C'est-à-dire que le bâtiment amène plusieurs corps d'état. Tu ne vas pas acheter ta bagnole chez Renault, Volkswagen, machin, bidule. Non, tu as plusieurs corps d'état et tu as un véhicule juridique, légal, ce qu'on appelle la GPA. Hein. Alors, ce n'est pas la gestation pour autrui, c'est la garantie de parfait achèvement. Lorsque tu fais un immeuble, tu as une GPA. Et donc, si tu as une GPA, tu as des contraintes, mais également, on ne doit pas toucher ce que tu fais. Hein. Également, dans un bâtiment, tu as des choses de sécurité auxquelles on ne pense pas. Je te donne une centrale de traitement d'air. Les gens disent, oh, putain, c'est quoi ça? C'est très simple. En fait, on a besoin tous de respirer de l'oxygène, pas du gaz carbonique. Et lorsqu'on exhale dans un bâtiment qui est fermé, forcément, le taux de CO2 augmente. Donc, on a une arrivée, ce qu'on appelle d'air neuf. Une centrale de traitement d'air, et sur le toit, elle pousse de l'air neuf, elle le préchauffe ou elle le pré-refroidit, tu vois, elle le filtre. Et puis ensuite, elle l'amène pour qu'ensuite, il y ait une régulation terminale dans ton bureau, etc. Ouais, mais ça, et c'est ce qui consomme le plus, est-ce que l'IA doit me le piloter? Est-ce qu'il ne doit pas me le piloter? En quoi il prend la main? Et pareil, une chose toute simple pour la lumière. La lumière, on pourrait croire, ce n'est pas du confort, c'est de la sécurité. La lumière, moi, je vois que dalle. Si je me casse la gueule, tu vois, je n'ai pas la lumière, c'est un vrai problème. Donc, il y a cette problématique sécuritaire qu'il faut faire attention. Alors, la première étape vers l'autonomie d'un bâtiment, nous, c'est utiliser les données produites parce qu'on produit énormément de data et savoir en faire quelque chose. Parce que c'est bien gentil de produire de la data et on en produit à balle, hein, mais on en fait quoi, tu vois? Donc, il y a deux vecteurs. On veut rendre autonome pour diminuer les coûts d'exploitation, ça tu l'as bien compris, hein, performance énergétique, mais également, on veut rendre autonome pour augmenter la valeur perçue par les preneurs. Le terme preneur, pour nous, veut dire occupant, locataire, qui va notamment permettre de multiplier les usages, trouver des sources de revenus, etc., etc. Par exemple, lorsque je vais dans mon bâtiment et que je lui dis, je suis Serge, je vais voir Luc, hein, donne-moi on va dire le chemin le plus court, parce que je ne sais pas comment y aller, il est très grand, et puis donne-moi la salle de réunion la plus proche, avec 3 personnes et un beamer. Eh bien, toute cette partie-là, c'est de la vraie valeur ajoutée et qui est valorisable. Et c'est-à-dire qu'in fine, un bailleur, il va changer son bail pour rajouter, au lieu d'être à 450 € du mètre carré par an, vous allez être à 460 pour embarquer des services aux preneurs, etc. Donc, l'autonomie va avoir également cette partie-là. Et la seconde étape vers l'autonomie, elle débute seulement. Hein, c'est une première marche sur cette création de valeur, savoir comment je mets tout ça en place pour qu'on ait une valeur associée. Voilà. Mais on en est, on va dire, aux prémices. Okay. Je te remercie. Dans le livre blanc, par rapport à tous ces sujets, tu parlais aussi de capteurs tout à l'heure. Dans nos échanges, hein, je te l'avais dit, il y avait un schéma que j'avais trouvé intéressant d'architecture technique qui permettait d'avoir un peu une vision justement de ce que tu dis, comment cela s'organise. Je t'avais proposé éventuellement de le présenter. Je ne sais pas comment tu pourrais le présenter. Est-ce que tu veux le présenter juste de vive voix ou tu veux le partager? Ouais, de vive voix parce que je veux pas amener, je veux utiliser le fantasmagorique. Il faut que les gens se représentent un peu. C'est-à-dire que cette architecture technique, pour nous, c'est important. C'est ce qu'on appelle la cyberstructure. Vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire que l'IA, c'est bien, ça permet d'adapter le bâtiment à l'usage réel, mais par contre, ça demande un pléthore de data, de la data dispo, de la data traitée, qualifiée, fiable, encadrée, etc., etc. Donc, on doit tout mettre en place dans un bâtiment, bien sûr, pour ramener ça de telle manière à ce que l'IA prenne vraiment toute sa dimension. Donc, il faut organiser la digitalisation. Et dans un bâtiment, on se rend compte, quand on dit, nous, TCP/IP ou IP, quatrième flux du bâtiment, ça veut dire quoi? Pour nous, c'est une révolution. Alors, vous vous dites, putain, mais IP, une révolution, ça fait un moment que ça existe. Ouais, mais qu'on comprenne, dans un bâtiment, il y a des flux. Ces flux sont importants. Le premier flux, c'est un flux d'électrons. Ce flux d'électrons, il est organisé. Ce flux d'électrons, il va m'amener de l'énergie, il va m'amener de la puissance. Il y a une cellule en bas de mon bâtiment. Je ne vais pas tirer des câbles comme ça, quoi, tu vois. Il y a une cellule. Derrière, j'ai de la moyenne tension. Je vais dans des blocs, des TGBT qu'on appelle, hein, qui derrière vont aller dans des tableaux divisionnaires. J'ai des disjoncteurs. Tout ceci est organisé. C'est un vrai réseau d'électrons. Le deuxième réseau qui est connu, c'est le réseau d'eau. Le réseau d'eau. Je ne vais pas tirer de l'eau, tirer un câble en amenant de l'eau. Il est structuré. J'ai des gros tuyaux, moyens tuyaux, détection de fuite, vannes, bam, 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 etc. Le troisième réseau que peu de gens connaissent, mais c'est ce réseau d'air dont je parlais. Il y a un réseau d'air dans un bâtiment. Quand ma centrale de traitement d'air, elle envoie de l'air neuf, il y a tout un réseau qui irrigue et qui va dans votre ventiloconvecteur au-dessus de vous et qui vous amène de l'air neuf. Alors, bien sûr, on peut ouvrir la fenêtre, amener de l'air neuf, il n'y a pas de souci, mais
Ça existe. Et le quatrième réseau, nous, c'était le réseau de data, de données. Dès que vous avez de l'IoT, pardonnez-moi l'expression, vous avez du bordel. Et dès que vous avez de l'IoT, vous avez du silo. Pourquoi? Parce que la personne, elle est experte, je ne sais pas, sur le traitement de la qualité de l'air. Elle va mettre de l'IoT pour gérer les capteurs de CO2, de COV, de machin bidule. Elle va amener ça dans son cloud et elle va le siloter. Et ça, c'est une vraie problématique. C'est-à-dire que quand vous êtes en retard d'un côté IT, les gens mettent de l'IoT, silotent, et on a du mal à mener une expérience utilisateur, un data lake, on va dire, qui soit en capacité de mettre tout ça propre, tu vois, compatible avec un bâtiment. Donc, il faut organiser. Donc, c'est ce qu'on appelle IP partout. IP quatrième fluide, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met un réseau TCP/IP à l'intérieur des bâtiments, managé, structuré, cybersécure, etc., etc. Déjà, c'est la phase de je mets ça. Et là, il n'y a pas qu'une seule architecture. Tu as toutes les architectures possibles. Si tu es un parano, que tu veux mettre une DMZ avant d'arriver parce que tu as des données hyper confidentielles, mets ta DMZ, tu ta cybersécu. Si tu veux mettre un certificat SSL dans un cloud uniquement, ça suffit pour toi. Donc il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas d'architecture type. Par contre, il y a un questionnaire. Est-ce que tu as bien pensé à ça, à ça, à ça, à ça? Et quels sont les moyens que tu mets en face pour y accéder? D'accord. Et le dernier point, c'est l'éthique, la gouvernance des datas. On comprend bien que dans un bâtiment qui peut être multipreneur, multilocataire, on se retrouve avec des données confidentielles qui ne sont pas perméables, qui doivent être totalement encapsulées et qui ne peuvent pas partir. Par contre, toutes les données techniques, elles, doivent être mutualisables. Et cette gouvernance de données, elle est difficile. Donc, vis-à-vis de ça, il y a ce réseau IP quatrième flux du bâtiment, mais OK, so what, j'en fais quoi? Je dois amener ce qu'on appelle un BOSS. Les gens entendent de plus en plus parler de ça, Building Operating System. Voilà. Et pour info, moi, je suis responsable du BOSS de ABB au niveau monde. C'est quoi un BOSS? Un BOSS, c'est une ontologie, c'est-à-dire une description d'un bâtiment qui doit le rendre totalement agnostique de ce qu'il y a en dessous et qui doit préparer pour mettre des services. C'est-à-dire que le monde de la plateforme est mort. Hein. On peut le demander aux plateformes téléphoniques de type de ceux qui utilisent les plateformes de téléphone, Motorola, Nokia, dead. L'OS, l'operating system, a en capacité de modéliser la totalité des IO et d'amener des services au-dessus, d'une facilité de développement de services, est clé dans le bâtiment. Et on est en capacité avec des operating systems de structurer un bâtiment, de le recontextualiser en zone, de prendre les IoT et les équipements, de les remettre en zone et de les publier en web service, etc., de telle manière à ce que des gens au-dessus, dont le bâtiment n'est pas du tout le métier, mais qui ont une vraie valeur, une proposition de valeur sur leur métier, hein, qui peuvent avoir ces informations pré-validées, pré-calibrées, pré-sécurisées et les amener. C'est ce qu'on appelle le Building Operating System qui est à l'intérieur du bâtiment. Le BOSS, très important, n'est pas dans un monde, on va dire, cloud. Dans un monde cloud, on est dans un monde où toutes les entrées-sorties sont poussées dans le cloud. Et derrière, il y a un data lake et on structure. Dans le bâtiment, on ne peut pas faire ça, pour deux raisons. Un, il y a ce qu'on appelle l'immobilier par destination. La data, ça a de la valeur. Et pour nous, la somme des data qui sont dans le bâtiment sont immobiliers par destination, donc in fine vont valoriser la valeur de l'actif bâtimentaire. Et donc, on demande à ce que le BOSS soit le cerveau reptilien du bâtiment pour des données réflexes, mais également pour stocker des informations. Après, il va poser ça, le limbique sera partagé entre le bâtimentaire et le cloud, et le cortex sera dans le cloud. Mais l'operating system, il va structurer, il va faire des choses locales. Et derrière ce qu'on appelle le BIS, c'est le système d'information bâtimentaire, ce sont tous les logiciels qui vont se connecter et plutôt que d'être totalement silotés, qui vont mutualiser une ontologie. Et quand je dirais bureau de Serge.allume, que ce soit des produits de chez Toto Titi et la taille du bureau de Serge, je m'en fous, ça va s'allumer, que ce soit fait par une application qui gère le luminaire, une application qui gère la sécurité ou quoi que ce soit. Et c'est cette partie-là qui est très, très importante et que l'on fait à travers le label R2S de l'SBA. Voilà. Tu me dis si je suis trop long, hein, parce que là, je n'arrive pas à me calibrer trop. J'avais d'autres questions, mais je vais, en effet, par rapport au timing, je vais couper court, mais suivant les questions qu'il y aurait, s'il n'y a pas de questions dans la section questions-réponses que je vais en effet ouvrir maintenant pour laisser ensuite du temps aussi à l'autre intervenant.
Je vous invite à poser des questions que vous auriez sur ce que vient d'exposer Serge, ou pour ceux qui ont déjà lu le livre blanc ou qui auraient d'autres questions sur l'IA appliquée au smart building, c'est le moment. Je te remercie en tout cas, moi, Serge, pour tes éclaircissements et ton énergie dans cette narration. Merci. Donc, je vous invite, il n'y a pas eu de questions entre-temps pendant ton interview, mais allez-y, là, je vous laisse quelques secondes si vous voulez poser des questions dans le chat. Autrement, je shooterai ma question. Du coup, il va shooter. Voilà, la dernière question du coup que je vais te poser. Je disais, il y a 32 cas d'usage. Je vous invite c'est dans la deuxième partie du livre blanc que je vous invite encore une fois à télécharger. 32 cas d'usage, donc c'est assez bien fourni. On ne va pas les brasser là maintenant. Est-ce que tu pourrais nous faire part de ton coup de cœur parmi ces cas d'usage que vous avez référencés? Voilà, pour terminer. Oui. Alors, en fait, sur ces 32 cas d'usage, il y a 3 familles. Alors, pourquoi des cas d'usage d'abord, très rapidement? Parce qu'il faut donner envie. Et lorsqu'on parle d'intelligence artificielle à des maîtres d'ouvrage, ils sont perdus, voilà, ils sont un peu perdus. Donc, on a essayé d'être pragmatique, tu vois. Et on les a mis en 3 familles. La première, c'est l'énergie. C'est-à-dire que l'IA peut être le majordome énergétique, le planificateur énergétique, etc., avec de la gestion de la pointe, demand response, etc. Donc, ça, c'est une première famille. La deuxième famille, c'est un assistant technique des PropTech, c'est-à-dire property technique, le mainteneur, etc. Mais c'est très techos, ça. Et nous, notre troisième, la préférée, c'est la troisième. C'est le superviseur des espaces, le lien entre les espaces, le gardien des espaces. Je m'explique. Lorsque j'arrive avec ma voiture, mon parking se met là, mon parking passe à rouge, etc. Il sait pertinemment que j'ai la place de parking un tel, la température de consigne arrive. Je vais prévalider les salles de réunion que j'ai pré-réservées. Donc, toute cette partie-là, il y a vraiment du lien et du liant à faire, et il y a beaucoup d'émotions à mener, où l'IA peut amener cette émotion avec une expérience utilisateur dans mes espaces, dans la navigation. Est-ce qu'il y a du monde à la cafétéria? Quel jour il y a le plus de queue? On est mercredi, il va me proposer plutôt d'y aller à 13h15, parce que 13h15, il sait pertinemment en fonction des patterns qu'il a pris, etc. Donc, c'est cette gestion des espaces qui, pour moi, est vraiment le coup de cœur. Vraiment. Voilà. Ok, super. J'imagine malheureusement, elle est peut-être un peu mis à mal actuellement avec le télétravail. Mais bon, oui. ça reviendra. Super. Est-ce que tu es d'accord? J'aurais pu te le demander avant, mais que je mette ton contact dans le chat pour les personnes qui souhaiteraient poser des questions par la suite. Donc, je vous le mets dans le chat. Donc, n'hésitez pas, Serge vient de le dire, à le contacter si vous avez d'autres questions à froid. Et un grand merci, Serge, encore pour ton intervention énergétique. Pour cette deuxième et dernière partie du coup, je vais laisser la parole donc à Thomas Perrus, qui est un ingénieur bâtiment chez Connexink. Dans cette deuxième partie, on ne va pas être sur un format comme on vient de le faire, un peu d'interview. C'est Thomas qui va prendre principalement la parole pour nous faire un retour d'expérience sur comment, chez Connexink, ils mettent en œuvre justement des bâtiments dits autonomes. Donc voilà, n'hésitez pas pendant son intervention à poser des questions dans le chat. Je me permettrai d'interrompre éventuellement Thomas si c'est opportun pour répondre à ces questions à chaud. Sinon, je les garderai plutôt à froid pour la section questions-réponses. Thomas, le focus est à toi. Ça marche. Je vais juste partager la présentation. Est-ce que ça marche? On voit pas le diaporama, mais on voit le PowerPoint. Vous voyez le PowerPoint? Ok, ça marche. Nickel. Et là, c'est bon? Ouais, le diapo, c'est bon. C'est bon, super, merci. Déjà, ouais, merci beaucoup pour l'invitation sur ce sujet qui nous tient plutôt à cœur, parce qu'on y travaille beaucoup. Je me présente, Thomas Perrus. Je suis ingénieur intégrateur bâtiment. Je travaille dans la société Connexink. C'est une société dont je suis cofondateur, qu'on a créée en 2017. On se trouve à la fois entre Toulouse et le Gers. Donc,
on a conçu un produit qui s'appelle Maria Light, donc je vais en parler plus en détail, qui est vraiment dédié au smart building et notamment, on en parlait tout à l'heure, d'ailleurs merci pour l'introduction vis-à-vis du boss. Depuis donc tout ce temps, on a déjà intégré une bonne trentaine de bâtiments, qui soient donc du petit, moyen et gros résidentiel, et puis aussi pas mal de tertiaires, petits et moyens tertiaires. On ne fait pas de gros tertiaires parce qu'il y a déjà des solutions qu'on appelle JTB et JTC, ces gestions techniques du bâtiment, qui sont déjà assez performantes. On va plutôt s'attaquer à ce marché du moyen et du petit, on va dire. Donc des bureaux, des restaurants, des commerces, un peu d'industriel et puis des musées aussi. On a déjà 18 bâtiments qui sont intégrés, on va dire, avec une solution un peu plus haut de gamme qu'un bâtiment intégré classique. Je vais expliquer après, bien sûr, tout ce que ça veut dire bâtiment intégré. On fait aussi de l'accompagnement technique et théorique, de la recherche de solutions. Notamment, on accompagne les électriciens aussi pour faire comment installer un bâtiment autonome d'un point de vue architecture électrique. On fait du conseil en robotique puisque on est deux donc dans la société, on est tous les deux roboticiens. Ensuite, on est jeune entreprise innovante, donc on essaie de développer des sujets de recherche en interne, notamment sur le bâtiment, sur les économies d'énergie. On se concentre beaucoup sur les économies d'énergie. Donc, mon associé, Sylvain Solinski, est intégrateur bâtiment, électricien et roboticien. Et donc, moi-même, je suis ingénieur automaticien. Je viens et roboticien. Je viens du monde de l'avion et puis du satellite avant, à Toulouse, comme par hasard. Donc, voilà, je suis vraiment influencé beaucoup, et on verra, je pense, pendant cette présentation, par le milieu de l'aéronautique, contrairement contrairement au milieu de l'informatique. Voilà. Donc, en fait, ce que je vais faire, je vais vous présenter un peu comment on met en œuvre un bâtiment autonome, comment dire, un peu dans toute la phase du projet, du début jusqu'à la fin, et comment est-ce qu'on part, on va dire, du bouton pour arriver jusqu'à de l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce que ça veut dire, intelligence artificielle? Donc, au début, voilà, je donne un petit exemple. C'est un bouton poussoir, donc 4 touches. À droite, on a les lumières et à gauche, on a les volets roulants. Donc, on peut monter et descendre les volets roulants. Et puis, à droite, donc, on peut allumer la lumière du bureau, par exemple. Dans un bâtiment classique, ça serait pour carrément couper, ouvrir un circuit électrique qui va allumer la lumière. Dans un petit bouton connecté comme ça, il va être relié à ce qu'on appelle un bus. Donc, quel que soit le protocole qu'il y a derrière, que ce soit du fil, de la radio, on en parlera plus tard, mais ça sera envoyé sur un tuyau en quelque sorte. Et dans ce tuyau, en fait, quand par exemple je vais appuyer sur le bouton bureau, ça va envoyer ce qu'on appelle un télégramme comme un télégramme à la bonne époque, où en gros il y a un expéditeur, l'adresse de celui qui va le recevoir, et puis un nom de message, et puis sa valeur. Donc là, par exemple, ça va être commander l'éclairage du bureau 1 et de l'allumer, le mettre à on. Un tel bouton, ça peut envoyer bien sûr des on et des off classiques, mais ça peut envoyer par exemple toutes les 20 minutes la température, parce qu'il y a un thermomètre une sonde de température qui est cachée dans le bouton et qui peut envoyer toutes les 20 minutes la température. Donc ça, on peut se dire, OK, déjà, si on envoie la température mais qu'on ne l'utilise pas, par exemple, pour du chauffage ou pour d'autres choses, ça serait dommage. Ce seraient des données qui seraient perdues. Et après, derrière, un bus, il va courir dans tout le bâtiment et il va, à ce moment-là, rencontrer un module. Donc, ce module-là, ça va permettre d'allumer et d'éteindre la lumière. Donc là, en l'occurrence, le petit télégramme qu'on a vu tout à l'heure, il va être reçu par ce module. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va allumer la lumière. Donc, il va dire que lui, il a été programmé en amont. Donc ça, on verra, mais c'est notre boulot, en fait, de programmer chaque petit participant comme ça. Les boutons, ce genre de modules vont être programmés pour pouvoir interagir ensemble. Et ce module,
et ben, lui, il va renvoyer sur le bus comme quoi j'ai allumé vraiment la lumière. Donc ça peut être intéressant. Par exemple, on peut imaginer dans le petit bouton poussoir, on voit un petit trait qui est au-dessus de bureau. On peut allumer une LED. Donc on peut lui dire allume la LED quand le bureau est allumé. Donc, mais ça peut être utilisé aussi pour d'autres, pour tout ce qu'on veut, en fait. Donc voilà, ça c'est un peu le schéma de principe d'un bus dans un bâtiment. Et bien sûr, là, je reprends un peu ce qu'on a eu, mais on peut élargir tout ça à l'ouverture et à la fermeture des volets roulants. On peut élargir ça à la gestion du chauffage, donc envoyer des consignes de température. On peut aussi gérer la ventilation, donc on en parlait tout à l'heure, pour pouvoir justement ventiler l'air dans le bâtiment. On peut mettre des sondes de CO2, par exemple, des sondes de température, des sondes d'humidité, qui vont être reliées aussi à ce bus. On va aussi récupérer les compteurs d'eau, les compteurs électriques, le Linky par exemple. On va aussi connecter une station météo qui va nous récupérer s'il pleut, la vitesse du vent, etc. On peut vraiment connecter beaucoup de choses. On peut connecter le système d'alarme. Donc, on peut soit le commander, bien sûr, on en parlera plus tard de l'aspect sécurité. On peut aussi récupérer l'état du système d'alarme, s'il est activé, s'il n'est pas activé, s'il y a eu une intrusion ou s'il y a un problème technique sur le système d'alarme. On va connecter des systèmes portail, portes de garage, pompes de fontaine d'arrosage. On peut penser à plein d'idées. On peut aussi changer de forme, avoir des télécommandes, radio. On peut vraiment connecter beaucoup de choses. Et puis aussi, voire même des dalles tactiles où on peut carrément superviser tout le bâtiment. Et en fait, en appuyant sur un bouton sur la dalle tactile, ça peut envoyer aussi un télégramme qui va être récupéré par un autre participant. En fait, c'est notre boulot de base à ConnexSync. On est intégrateur bâtiment. Le but, c'est de pouvoir programmer ce style d'architecture. Alors, le gros avantage, c'est que on voit ici, il n'y a pas de contrôleur central comme il y aurait dans un avion, contrôleur principal de vol. Tout est décentralisé. Et là où c'est très intéressant, c'est que en fait, dans toutes les slides, les produits sont de marques différentes. Ils sont tous sur un standard. Donc, nous, on essaye au maximum, et tant qu'on le peut, c'est de faire du standard, du standard, du standard. On va éviter d'utiliser des choses dont on n'est pas sûr que ça tienne le coup, que des constructeurs fassent dans leur coin, mais qui ne sont pas compatibles avec d'autres standards. Donc, nous, on utilise beaucoup le KNX. KNX, c'est un standard qui existe depuis très longtemps, mais il y a aussi le BACnet, il y a aussi des standards radio. Il y a beaucoup de standards qui existent. Donc, il faut que les standards soient ouverts pour avoir plusieurs constructeurs et que les standards soient ouverts et partagés par différents constructeurs. Donc voilà, donc ça c'est la base du bâtiment autonome qui peut fonctionner de manière autonome, de manière normale. On va dire, c'est pas autonome, pardon, c'est vraiment qu'il n'y a pas besoin de rajouter de choses. Et on voit qu'il y a des petits pointillés sur le côté, c'est qu'on peut aller un petit peu plus loin. En effet, on se rend compte qu'il y a beaucoup de données qui circulent là-dessus qui ne sont pas du tout utilisées. Tout est vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment sous-utilisées. Pour justement résoudre ça, en fait, on va mettre une passerelle qui va se connecter sur ce bus et qui va aller sur le réseau IP. Donc, on en parlait tout à l'heure, le réseau IP. Sauf que là, nous, on va le réseau qu'on déploie, il fait à peu près 20 cm de long. C'est un tout petit réseau qui va sur un produit qu'on a développé qui s'appelle donc Maria Light. C'est un produit en fait qui se met sur c'est un ordinateur qu'on va mettre directement dans le tableau électrique, tout petit. Donc le but c'est qu'il soit très léger. Il intègre une distribution Linux classique. Mais sur ce Linux, on va installer un système dédié qui s'appelle ROS2, qui existe déjà depuis longtemps. Pareil, on est standard, qui va correspondre plus ou moins à notre boss à nous. En fait, on va s'appuyer sur un système qui existe déjà, qu'on utilise beaucoup en robotique. Derrière ROS2, c'est un consortium de beaucoup de sociétés
dont les géants du numérique qui participent activement au développement de ROS pour faire des robotiques industrielles, pour faire le véhicule autonome, pour faire aussi les robotiques de recherche humanoïde, etc. Donc, c'est un environnement qui est quand même assez répandu. Alors, du coup, ROS, là, on va zoomer. Ça va être une partie du bâtiment qui va être une partie virtuelle. C'est-à-dire que maintenant, à partir de maintenant, on va rajouter non pas des boutons poussoirs, mais des participants virtuels. Et ça correspond en quelque sorte à des applications comme sous Android. Sauf que là, en plus d'avoir des interfaces logicielles, on va aussi avoir des interfaces temps réel. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte le fait que tout varie dans le temps. On va prendre un exemple, c'est des choses qui ne sont pas forcément faciles à avoir dans un bâtiment, ça va être les éphémérides. Quand est-ce que le soleil se couche et se lève, avoir les heures particulières, savoir si on est un jour férié ou pas, et puis bien sûr, les données météo. Donc, les prévisions météo sont des choses très importantes qu'on va pouvoir en fait, réémettre sur le bus. Autre chose, c'est l'enregistrement. On va avoir des télégrammes qui vont circuler sur ce bus, qu'on voit toujours en bas. On va pouvoir aussi les enregistrer. Donc, pour info, on a presque 5 pour un bâtiment moyen, on va avoir 5 mégaoctets de données qui vont être stockées tous les jours dans un fichier. Ces fichiers-là, on peut les retraiter derrière pour pouvoir créer des statistiques, les températures moyennes, et puis aussi avoir le profil. On va avoir aussi, bon ça c'est plus anecdotique, mais les performances du système de l'ordinateur lui-même, la température du processeur, pour surveiller, pour voir s'il n'y a pas de problème. Et enfin, la dernière partie, c'est tout ce qui est IoT. Donc, sont des choses, on va intégrer de l'IoT, dans notre cas en tout cas, quand c'est vraiment pertinent, qu'on ne peut pas faire autrement. Mais on essaye au maximum de limiter les développements IoT pour éviter, en fait, à chaque fois qu'il y a une IoT qu'il faut gérer, il va falloir développer une interface en face. Il faut que l'interface soit documentée, que d'un point de vue temps réel, ça réagisse bien. Ça nous demande plus de travail que de travailler sur du standard. Donc, c'est ça qui est assez compliqué. Mais il n'empêche qu'on va intégrer, par exemple, des robots aspirateurs, les Philips Hue, tout ce qui est chauffage Netatmo, et puis les adresses mail. Tout simplement, envoyer des mails, c'est quelque chose qui est assez pratique. Ensuite, une autre étape qui est importante, c'est ce qu'on appelle la contextualisation des télégrammes. Les télégrammes en eux-mêmes, ils ne sont pas forcément très pertinents s'ils ne sont pas mis en contexte. C'est pour ça que nous avons créé une application un peu particulière qui va permettre de créer un deuxième flux, qui est une sorte d'image du bâtiment, c'est le double numérique du bâtiment, dans lequel on va tout mettre en contexte. C'est-à-dire qu'on va obtenir ce genre d'image. Par exemple, le bureau 1 dont je parlais tout à l'heure, on va avoir la position de son volet, quelle est la température de consigne qui a été mise, combien il fait, si on appuie sur un bouton dans ce bureau, la position du soleil par rapport à ce bureau-là. Donc, on va pouvoir mettre en contexte les données. Et à partir de là, il y a ce qu'on appelle les services. Et ça correspond à ce qu'on a dit, ce qui a été dit en introduction tout à l'heure. Justement, ces services ont besoin d'une contextualisation des données. Alors, à partir de là, c'est l'imagination. On peut faire énormément de choses. Là, au jour d'aujourd'hui, on a développé plus de 50 services sur cette architecture-là. Ça va du service le plus bête, de renvoyer un télégramme quand on en reçoit un, jusqu'à aller pousser jusqu'à de l'apprentissage assez intéressant. Un premier service qui est important, c'est l'interfaçage, pour pouvoir au moins interagir de manière assez fine avec le bâtiment. Le but, ce n'est pas de cliquer toute la journée à gérer son bâtiment, c'est qu'il y ait vraiment une autonomie, mais il faut quand même pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe quand il y a un souci, etc. Donc, on a développé une interface web qui est sur un serveur web en local dans le bâtiment, sécurisé, et qui permet vraiment de visualiser les choses. On l'a créé avec une entreprise de communication et avec une artiste plasticienne qui a permis
rendre un petit peu l'interface assez, entre guillemets, sexy et assez intuitive et réactive. Quelque chose pour lequel on a envie d'y aller, en tout cas. Une sorte de dessin animé. Enfin, j'en parlerai plus tout à l'heure. Et ensuite, le petit boîtier dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un ordinateur. Mais on y a rajouté… Oui, Pardon, juste excuse-moi, juste par rapport au timing, oui, si on pouvait garder 5 minutes pour les questions-réponses, ça nous laisserait ok, 3 minutes. Là, je ne sais pas où tu en es sur ton retour. ok, ça marche. Merci. Ok, ça marche. Je vais aller un peu vite pour le reste. Voilà, et après là, en gros, c'est pour dire qu'on y a ajouté un chatbot, mais qui est que dans un sens, puisqu'il y a juste un haut-parleur à l'intérieur qui va dire ce qui se passe dans le bâtiment quand on va appuyer sur le bouton. Mais c'est déjà assez intéressant, notamment quand il y a le tableau électrique qui parle, quand il y a un problème. Voilà. Alors, du coup, je vais aller un peu plus vite sur ces sujets-là, et je vais passer directement aux exemples. Juste pour les règles de conception qu'on s'est données, concevoir toujours en prenant en compte les cas de panne, parce que ça peut arriver, les pannes, et comment c'est géré, et qui s'en occupe. Il ne faut pas faire bouger les volets roulants toutes les 30 secondes, donc il faut éviter de la fatigue matérielle, donc ça pareil, on fait attention. La sécurité informatique, ce n'est pas quelque chose d'important, mais ça doit être de base dans le design. Les données personnelles, on y fait attention, on essaye au maximum qu'elles soient anonymes et qu'elles restent dans le bâtiment. Toute action autonome doit être déclarée et justifiée. Donc ça, c'est des règles à force qu'on s'est données. Et il ne faut surtout pas avoir de conflit entre l'utilisateur et l'algorithme. Il ne faut pas que quand la lumière s'éteigne toute seule, si jamais l'utilisateur la rallume, il ne faut pas que ça se rééteigne derrière à chaque fois, parce que sinon, il va criser. Et enfin, c'est aussi un travail de mise en scène, le bâtiment. Il y a un côté un peu science-fiction, et il faut quand même arriver à garder ce côté-là. Donc voilà. Et je vais donner juste un exemple, enfin, peut-être pas celui-là, mais celui-là, sur lequel on travaille encore, c'est comment minimiser la consommation du chauffage. Donc en gros, ça va être de commander le système de chauffage de façon à ce que la température soit toujours confortable quand le bâtiment est occupé. Le but, c'est d'optimiser la facture. Donc, on s'est posé la question, est-ce que c'est possible de mettre un réseau de neurones directement sur le chauffage? C'est compliqué parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il va faire et il ne va pas pouvoir expliquer trop ce qui va se passer. Donc, notre optique à nous, c'est de plutôt travailler sur de l'hybride, c'est-à-dire avoir un système classique, mais qui va être modifié par l'intelligence artificielle. On part d'abord pour l'instant, on met en place beaucoup le chauffage intermittent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simple. C'est juste que le soir, on baisse la température et le week-end, on baisse la température. Et quand les gens sont revenus, on remonte la température. Sauf que ce planning-là, justement, on va pouvoir le panacher et l'optimiser à partir de learning avec un réseau de neurones qui va permettre de prédire. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la prédiction. En gros, à minuit, on fait un calcul et on va pouvoir prédire ce qui va se passer dans tout le reste de la journée et calculer les heures de quand est-ce qu'on va remettre le chauffage, quand est-ce qu'on va le rééteindre. Donc voilà, c'est un petit exemple de… Voilà, si vous avez des questions, des remarques, je vous invite. Merci Thomas, j'invite tout le monde à utiliser la fenêtre de conversation. Philippe nous a posé une question sur le retour sur l'investissement sur une maison, ce type de dispositif. Retour sur l'investissement. En fait, ce genre d'architecture va coûter un petit peu plus cher qu'une architecture, on va dire, électrique classique, de l'ordre à peu près de 30% à peu près, un petit peu plus cher. Mais par contre, derrière, c'est les économies qui vont être générées, qui vont permettre on parlait tout à l'heure de ces fameux 75% de charges. C'est là-dessus qu'on va jouer. Donc, c'est diminuer la facture d'électricité et aussi diminuer tout ce qui est gestion, maintenance prédictive, etc. Tout ceci va permettre de gagner aussi beaucoup en
beaucoup d'argent, entre guillemets. Enfin, en tout cas, d'en économiser. À titre, par exemple, pour un plateau bureau, par exemple, on peut diminuer quand même de 20% facilement la consommation de chauffage. Déjà, presque sans IR. Et après, on peut pousser plus loin. Super. Donc, comme pour Serge, je vais laisser le contact de Thomas pour ceux qui souhaiteraient poser peut-être des questions plus à froid sur ce qu'a pu nous présenter aujourd'hui Thomas. Je cherche juste que Thomas, je crois que j'ai ton mail perso. Je ne sais pas si j'ai ton mail pro. Oui. Tac, tac, tac. Je t'invite peut-être à le mettre toi. J'imagine que tu as un mail pro. Ouais, je vais le mettre directement. Donc la session a été enregistrée. Elle touche à sa fin. Merci encore à tous donc, pour l'intérêt que vous avez pu porter donc, à cette intervention, à ces deux interventions. Et comme le précisait Angélique, donc n'hésitez pas à vous documenter sur le site du Diat 113 pour les précédents replays ou les événements à venir. Merci à tous et bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.